Alors, on va aborder un nouveau chapitre aujourd'hui et de la physique. Ah, là, il y a problème. C'est le chapitre numéro 6, pas numéro 5. Ici, chapitre 6, mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Donc, champ électrique, là, c'est ce qu'on a fait la fois passée. Là, on va aborder champ magnétique uniforme. Ok? Donc, voici les différentes parties du chapitre, les grandes parties. Donc, 3 parties avec un essai d'application. Ok? Champ et interaction magnétique, action d'un champ magnétique sur une particule chargée, étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. Donc, peut-être on va faire tout en même temps parce que on n'a pas trop le temps. Sinon, ça sera peut-être les deux premières parties seulement. Donc, la première partie, champ et interaction magnétique. On a vu interaction électrique, interaction gravitationnelle. Donc là, on va parler d'interaction magnétique. C'est quoi le magnétisme? Le magnétisme est le nom de la propriété physique que certains minéraux minéraux de fer ont à attirer le fer. Donc, le fait qu'un corps attire le fer, c'est ça on appelle le magnétisme. Cette propriété physique, ok? Donc, ce phénomène-là est aussi observé pour les minéraux de cobalt, de manganèse, qui attirent respectivement le cobalt et le manganèse. Ok? Donc, un corps magnétique est appelé aimant. Vous avez déjà vu un aimant, non? Il y a plusieurs types d'aimants. Donc, un corps magnétique qui a la capacité d'attirer du fer, par exemple, on va appeler ça aimant. Voici un exemple, un aimant. Peut-être vous avez déjà vu, même si la couleur, il n'y a pas ces couleurs-là. Voici un aimant. Souvent, c'est rond, souvent, c'est droit comme ça. OK? Donc, aimant, là, il y a deux raisons. Il y a deux régions. Donc, il y a deux régions où le magnétisme, là, semble être concentré. Donc, ces deux régions-là, on va les appeler les pôles. Pôle magnétique, c'est pôle nord, pôle sud des aimants. OK? Deux pôles de même nature se repoussent et deux pôles de nature opposée s'attirent. OK? Donc, quand vous prenez deux aimants, vous pouvez faire de telle sorte que quand vous approchez l'un, l'autre recule. Ça se repousse. Mais quand vous inversez l'un d'entre eux, vous allez voir que les aimants vont s'attirer. Donc, peut-être il y a des enfants qui s'amusent souvent avec ça. Si vous amenez un autre aimant, pôle nord d'un autre aimant ici, ça va se repousser parce que c'est le même pôle. Voilà. Si vous amenez, par contre, pôle nord, ici, à ce pôle sud, ça va s'attirer. C'est comme ça, comme les charges aussi. On va garder notre aimant là ici. On va parler maintenant d'interaction magnétique des bobines. On a parlé d'aimant, non? Ça. Une bobine, c'est quoi? Une bobine parcourue par un courant continu. Voici ce qu'on appelle bobine. Ça, là, vous avez déjà vu ça dans les appareils électriques. Voici bobine. Donc, c'est juste les fils électriques qu'on va enrôler autour d'un isolant. Vous voyez le plastique là? Ce plastique-là, à l'intérieur aussi, il y a le plastique là. Donc, on entoure une fil. Donc, si on fait parcourir un courant continu, si ces bobines-là comme ça, la bobine va se comporter comme un barreau aimanté.
ça va se comporter comme un aimant. OK? Les faces de la bobine sont équivalentes au pôle d'un aimant. Donc, voici un schéma, par exemple, d'une bobine. Hein? Donc, c'est comme ça, mais on matérialise ça comme ça. Donc, les faces, ça c'est un aimant, par exemple, les schémas. C'est équivalent à cette bobine-là. Vous voyez, le sens du courant compte. OK? Donc, quand on inverse le sens du courant ici, quand vous inversez, vous voyez ici le courant part comme ça. Quand vous inversez, le courant là va changer. Et le fait d'inverser le sens du courant là, vous changez en même temps la nature magnétique des faces de la bobine. Si vous changez la face qui était et qui représentait pôle nord va devenir pôle sud et vice-versa. Donc, pour déterminer, il y a une manière pour déterminer où est la face, l'équivalent de la face nord, ou bien si vous voulez, pôle nord de la bobine et pôle sud de la bobine. Il y a une manière de déterminer ça. OK? Pour déterminer la nature magnétique, vous pouvez utiliser la règle de la main droite. La main droite, votre main droite, vous utilisez la main droite. Et si les doigts, les quatre doigts là, tournent dans le même sens que le courant, alors votre pouce là, pouce va indiquer la face nord. Voici un exemple. Vous voyez ici? Donc, le courant, vous voyez les flèches qui sont là, ça indique le sens du courant. Donc, en ce moment, si vous faites vos quatre doigts comme ça, vous attrapez comme ça, le pouce là va indiquer la face nord, en faisant comme ça. OK? Donc, il y a autre manière aussi de déterminer ça, la méthode trigonométrique. On va voir ça aussi tout à l'heure, pour déterminer les faces. OK? Maintenant, on va parler des champs magnétiques. OK? On a parlé de la force d'attraction magnétique, non? Quand, quand certains corps ont des propriétés physiques d'attirer le fer. Ça, c'est la force magnétique. On va parler maintenant du champ magnétique. Donc, c'est même définition. S'il y a un champ magnétique à quelque part, si vous approchez le fer, il y aura une attraction. Donc, un corps aimanté ou un courant électrique crée dans l'espace qui l'entoure un champ magnétique qui est noté B. Donc, le champ magnétique, là, on note ça B et puis on fait une flèche. Vous vous rappelez, le champ électrique, là, c'était grand E majuscule avec une flèche en haut. Là, le champ magnétique, c'est B. Voilà. OK? Donc, un fil parcouru par un courant intense crée un champ magnétique. Ça, ça aussi, c'est une possibilité. C'est comme ce qui est là. Si le courant passe, un fil parcouru, un fil parcouru par un courant intense, courant fort, ça crée un champ magnétique aussi. Donc, la valeur du champ magnétique B là, c'est-à-dire l'intensité, s'exprime dans le système international en Tesla. OK? Donc, les valeurs de champ magnétique les plus intenses tournent autour de 81,3 Tesla. OK? On va parler maintenant des champs magnétiques de la Terre. Vous avez entendu parler de la boussole. Vous avez déjà utilisé une boussole. On vous dit que la boussole indique toujours les noms. OK? Nord magnétique. OK? Donc, les champs magnétiques de la Terre, ça veut dire que l'aiguille de la boussole là est toujours attirée
par le pôle nord magnétique de la Terre. C'est pour ça que même si vous tournez, l'aiguille là va tourner vers le nord magnétique. Le pôle nord de la Terre. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ok, pour certains, c'est bizarre en tout cas. Donc, le champ magnétique de la Terre là est en premier lieu généré à l'intérieur de la Terre. Ok, par effet dynamo dû au mouvement de convection dans le noyau terrestre. Donc, il y a des mouvements de liquide. Dedans, c'est liquide dans le noyau. Donc, le noyau terrestre qui est composé de 90% de fer liquide. Tellement c'est chaud. OK? Voici un peu. Si on coupe à l'intérieur de la Terre, en haut ici, on a la croûte terrestre. Après la croûte, on a le manteau supérieur. Après, manteau inférieur. Et noyau extérieur, noyau interne. OK? Donc, c'est dans le noyau là qu'il y a 90% de fer liquide. Le noyau est composé de 90% de fer liquide. Donc, à l'intérieur, il y a des mouvements de convection. OK? Ces mouvements-là, vous voyez les mouvements qui sont là, des flèches qui sont là, indiquent les mouvements de convection. Ça, ces mouvements. OK? Dans le noyau. Et ce sont ces mouvements-là qui font que il y a le magnétisme. Il y a un champ magnétique. La Terre a un champ magnétique. Vous voyez les lignes qui sont là. Ce sont les lignes du champ magnétique de la Terre. Vous voyez les lignes qui sont là. Tout autour de la Terre, donc, il y a un champ magnétique. C'est à cause du noyau qui est là, qui est fait à 90% du fer. OK? Donc, ces mouvements-là sont générés, les convections-là, sont générés par le refroidissement progressif du noyau et de la gaine solide située au centre de la Terre. OK? Donc, les champs, les mêmes lignes qui sont là, qui sont représentées ici. Voilà. Donc, la Terre, là, c'est un gros aimant. Et à l'intérieur, vous voyez, le nord, ça c'est sud, ça c'est nord. Donc, votre boussole, si vous êtes sur la Terre comme ça, votre boussole là, le nord de votre boussole va indiquer ici. Donc, en réalité, le nord de votre boussole là va indiquer ici, qui correspond au pôle sud du champ magnétique terrestre. Parce qu'on a dit que sud et nord s'attirent, non? Donc, votre boussole là va avoir toujours tendance à aller vers comme ça. OK? Mais c'est là qu'on appelle le pôle sud. Et là, c'est le pôle nord magnétique. Donc, à ne pas confondre avec le nord géographique et sud géographique. Vous voyez l'axe qui est là. L'axe d'éléments de la Terre. Ça va indiquer le nord et le sud magnétique. Donc, nord magnétique est là. Nord magnétique est là. Et le sud magnétique est là. Par contre, nord géographique, vous voyez, il y a un angle de 11 degrés entre les deux. OK? Donc, tout autour de la Terre, il y a un champ magnétique qui tourne. Donc, ici, si on est là, par exemple, on peut faire une projection. Par exemple, cette flèche rouge là, on peut dire que c'est l'intensité du champ magnétique de la Terre, l'intensité totale, par exemple. Donc, après, on peut faire des projections. Projections sur l'axe nord géographique, l'axe Y là, qui correspond donc
à l'est géographique. OK? Et puis là, les Z, ça, c'est une projection verticale qui descend vers les centres de la Terre, les centres de la Terre. OK? Et chez H, là, que vous voyez, donc c'est la composante horizontale de la force du champ magnétique, là. OK? Et le D qui est là, c'est H là va aussi représenter en même temps les nord magnétiques. Maintenant, le D qui est là, on appelle ça déclinaison magnétique. C'est l'axe entre le nord géographique et le nord magnétique. C'est ça qui est là, là, les 11 degrés là. Mais ce qu'il faut retenir, c'est juste, ça c'est juste à titre informatif, c'est juste information, une information pour vous. Donc, autour de la Terre, il y a un champ magnétique. Voilà. Ça, c'est juste des infos pour vous, hein. Je vais mettre notre bobine là ici. OK? Donc, on va parler d'un champ magnétique créé par une bobine solénoïdale. OK? Bobine là, vous vous rappelez, non? On a déjà parlé de ça. Donc, un solénoïde, c'est quoi un solénoïde? On vous dit que c'est une bobine, c'est-à-dire un roulement, c'est un fil conducteur entouré d'une gaine isolante. La longueur là est longue, plus que les rayons. C'est-à-dire, si on prend ça, c'est les rayons. Pour que ce soit un solénoïde, il faut que ça soit vraiment très long. La longueur supérieure, extrêmement supérieure au rayon. OK? Donc, lorsque le solénoïde est parcouru par un courant, donc quand le courant parcourt un solénoïde, OK, un champ magnétique uniforme est créé à l'intérieur. Donc, si vous placez une aiguille aimantée à l'intérieur de ce solénoïde-là, cette aiguille s'oriente dans une direction qui est la résultante des deux champs. Ça veut dire que l'aiguille est magnétisée. Votre solénoïde aussi aimanté. L'aiguille est aimantée, votre solénoïde est aimant. Donc, si vous mettez les deux ensemble, l'aiguille à l'intérieur, vous allez voir que l'aiguille va indiquer une direction qui sera donc la somme, la résultante des deux forces, des deux champs magnétiques. OK? Donc, si on prend ici le champ magnétique BH, composante horizontale du champ magnétique terrestre, BC, champ magnétique créé par les solénoïdes, la résistance du champ magnétique dans la bobine est BR égale à BC plus BH, c'est-à-dire champ magnétique du solénoïde et champ magnétique terrestre. On additionne les deux. Okay? Maintenant, les champs magnétiques BC là, c'est-à-dire champ magnétique créé par les solénoïdes, est donné par cette formule. Cette formule aussi est importante, il faut garder. Mi0 N fois I. C'est quoi mi0? Mi0, c'est perméabilité du vide. Et ça s'exprime en système international comme ça. Voici la valeur. 4pi 10 puissance moins 7. OK? N maintenant, c'est le nombre de spires par unité de longueur de la bobine. Donc, les spires, là, c'est-à-dire le rouleau. Vous voyez ça là. Combien de spires on a par mètre, par unité de longueur? Chaque mètre, ça fait combien de spirales on a? C'est ça qui fait le N. Donc, I là est l'intensité du courant continu. Donc, vous prenez l'intensité par le nombre de spires par mètre, multiplié par la perméabilité du vide, et vous pouvez avoir la valeur du champ magnétique de votre solénoïde. OK? Additionnez ça au champ magnétique
de la Terre. Addition vectorielle, hein, vous allez avoir la résultante. OK? Donc, le champ magnétique est uniforme à l'intérieur d'un solénoïde. OK? C'est-à-dire ça garde la même direction, même sens et même intensité. Donc, B, la direction, axe du solénoïde, même axe que ça. OK? Sens du sud vers le nord, intérieur. La valeur, c'est la valeur qu'on a donnée ici. Mi 0 fois N fois I. OK? Allons-y pour la deuxième partie du chapitre. Action d'un champ magnétique sur une particule chargée. Donc, si on amène une particule chargée à un endroit où règne un champ magnétique, qu'est-ce qui va se passer? OK? Qu'est-ce qui va se passer? Préliminaire mathématique. Donc, comme le nom l'indique, hein, préliminaire mathématique, c'est juste pour vous montrer ce qu'on va faire là, ça n'a rien à voir avec le champ magnétique. C'est juste des définitions pour que vous puissiez vous en sortir pour la suite. Donc, on va définir c'est quoi produit vectoriel. Donc, si vous prenez des vecteurs U et V, je prends des vecteurs U, vecteur V. Vous voyez l'angle entre les deux? Voilà. Et si je vais produit vectoriel, qui est différent du produit scalaire. Produit scalaire, c'est à part, produit vectoriel, c'est à part. OK? Produit vectoriel de ces deux vecteurs U et puis V, ça donne le vecteur W comme ça, de telle sorte que, donc, W égale à U scalaire, ça là, ce symbole-là, V renversé là, ça s'appelle scalaire. Et je suis en train de raconter quoi? Ça s'appelle vectoriel, produit vectoriel. Scalaire là, c'est juste un point. Et ça, c'est comme multiplication. Voilà. Produit vectoriel. Donc, U vectoriel V, ce symbole-là, ça signifie produit vectoriel. Donc, si je vais U vectoriel V, la direction de W là est la perpendiculaire au plan formé par U et V. Vous voyez le plan qui est là. Supposons que ça, c'est une feuille. Donc, le plan dans lequel les deux vecteurs là sont tracés, si vous tracez ces deux vecteurs U et V sur une feuille, la résultante là doit être perpendiculaire, c'est-à-dire ça doit être vertical dans ce cas. Si ça est plan, horizontal, ok, c'est comme vous avez un plan là, en haut comme ça. La résultante là doit être pointée vers le haut. Donc, la direction de W, la direction de ça là, est perpendiculaire au plan formé par U et V. Ok? Ça veut dire que W est perpendiculaire à U et W aussi est perpendiculaire orthogonal à V. Et les trois vecteurs U, V, W là constituent un trièdre direct, c'est-à-dire le pouce de la main droite tourne dans le sens UV. Indique, tournant dans le sens UV indique le sens du vecteur W. Donc, c'est la même règle de la main droite là. Parce que le sens est important ici. Comme vous voyez, U vectoriel V égale à l'inverse de V vectoriel U. Voilà. Le produit vectoriel n'est pas commutatif. C'est pas comme le produit scalaire. C'est pas la même chose.
Donc, quand vous tournez votre main droite, on a dit ici, de I vers V, vous quittez ici, vous allez vers V. Pas comme ça. Votre main doit tourner de U, à partir de U qui est là, non? Puis ça part vers V. Donc, c'est comme ça. À partir de U, vous quittez, et puis votre main droite là tourne. En ce moment, la, la direction, l'essence que votre pouce indique, ça sera l'essence de la résultante. Ça, c'est mathématique, hein. Ça n'a rien à voir avec champ magnétique ici. OK? Maintenant, on va rentrer dans action d'un champ magnétique sur une particule. La force de Lorentz, on va appeler force que le champ magnétique va exercer là. Ça sera appelé force de Lorentz. Donc, la force élémentaire appliquée au porteur de charge en mouvement, okay, est la force de Lorentz. Une particule de charge Q en mouvement à une vitesse V, dans un endroit où règne un champ magnétique B, est soumise à la force magnétique F, appelée force de Lorentz, telle que F égale à QV vectoriel B. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous ne connaissez pas vectoriel. On vient juste de rappeler ça, non? Vous connaissez ce qui veut dire vectoriel. Donc, on connaît ce qui veut dire vectoriel. Si vous voulez la force, vous faites Q, la charge, la valeur de la charge, c'est ça qui est Q. V, c'est la vitesse avec laquelle la charge là se déplace, mouvement. B, c'est le champ magnétique. Donc, Q, V vectoriel, B. OK? L'essence importe ici. Voici des exemples. Vous voyez B ici? Le champ magnétique est dans ce sens. V, à vitesse. La particule est là. La particule est positive dans ce cas-là. La particule se déplace dans ce sens-là. OK? Donc, on a dit V vectoriel B. On n'a pas dit B vectoriel V. Parce qu'on vous a dit que quand il s'agit du produit vectoriel, là, l'essence là est important. L'essence est très important. OK? V vectoriel B. C'est pas la même chose que B vectoriel V. Donc, comme c'est V, on doit commencer par V. Donc, vous partez à partir de V pour aller vers B. Donc, quand vous faites tourner votre main droite là, vous allez voir que le pouce sera tourné vers là. OK? Donc, la résultante, c'est-à-dire la force, elle sera comme ça. La résultante du vecteur est vecteur vectoriel. Produit vectoriel là, ça sera ça. V vectoriel B, ça sera dans ce sens. Dans ce sens-là. Maintenant, comme la charge est positive, multipliée par la charge positive, les chances restent les mêmes. Donc, on aura notre F ici. Par contre, ici, regardez, quand la charge est négative, vous faites toujours V vectoriel B. Ça va dans ce sens. Ça, c'est la résultante de V vectoriel B. C'est la résultante du produit vectoriel. Par contre, comme la charge est positive, est négative, pardon, quand vous multipliez par la charge qui est négative, l'essence sera donc inversée. Donc, la résultante, la force résultante sera dans ce sens. Est-ce que vous voyez? Donc, pour dire que les signes de la charge aussi
a un rôle à jouer. Donc, direction, c'est toujours perpendiculaire au plan des deux vecteurs vectoriels, de V vecteurs qu'on fait produit vectoriel. V vectoriel B. Sens. Le sens là va dépendre de la charge, comme on vient de le démontrer. Si la charge est positive ou bien la charge est négative. Mais la valeur, ça va être V multiplié par B multiplié par valeur absolue de la charge par sinus de UV. C'est-à-dire l'angle entre U et V, l'angle formé entre U et V. En réalité, ici, là, on devait dire, au lieu de mettre U ici, on devait mettre B, V et puis B. OK? Mais comprenez ici, c'est l'angle formé entre, c'est cet angle-là. Voilà. L'angle qui est là. Sinus de cet angle, l'angle entre les deux vecteurs qui sont là. OK? Vous vous rappelez, si vous avez fait produit scalaire, même depuis la troisième, vous utilisez produit scalaire. Produit scalaire, là, c'est la norme des deux vecteurs fois cosinus de l'angle entre les deux. Mais produit vectoriel, la différence, c'est juste sinus au lieu de cosinus. Ça sera la norme des deux vecteurs multipliée par le sinus de l'angle formé par les deux vecteurs. Voilà. Et aussi, on doit mettre valeur absolue de la charge, juste au cas où la charge est négative. Parce que la valeur de la force ne doit pas être négative. Donc, si F égale à 0, pour, toute, pour, pour, pour une particule se déplaçant suivant la ligne du champ, la force égale à 0. C'est-à-dire, si la particule se déplace ici, même chose que ça, que les champs magnétiques, là, la force sera 0. Parce que tout simplement, l'angle va faire 0 degré. Sinus de 0, c'est 0, non? Sinus de 0, c'est 0. Étant 0, donc la valeur de la force aussi va être 0. Donc, si la particule se déplace suivant la ligne du champ magnétique, aucune force ne sera appliquée en elle. On va parler maintenant force de Laplace. Ça, c'est terminal C. Donc, une portion de conducteur parcouru par un courant électrique est placée dans un champ magnétique et soumis à une force électromagnétique appelée force de Laplace. OK? Voici un peu. Portion, on a dit portion de conducteur. Voyez notre conducteur là? Là, la gaine là. OK? Donc, supposons que le courant circule comme ça. L'intensité du courant. OK? Si on place ça dans un champ magnétique, ça, on a les champs magnétiques qui est là. Les champs magnétiques, OK? Entre les deux, là, il y a un champ magnétique. Donc, si vous placez ce fil-là ici, le fil sera soumis à une force. Cette force-là qu'on appelle force de Laplace. Donc, l'essence de la force de Laplace là est donnée par la règle des trois doigts. OK? Trois doigts. Les trois doigts comme ça. Voici un peu. Donc, B, la force, l'essence du champ magnétique. Là, c'est la force. Là, c'est l'intensité du courant. Donc, l'essence de l'intensité du courant et l'essence du champ magnétique vont déterminer l'essence de la force. OK? Donc, vous avez ici la force qui est déjà là,
l'intensité du courant, c'est que les champs là doivent être comme ça, perpendiculaires comme ça. Et c'est le cas qui est là. Ou bien. Donc la valeur de cette force-là, voici ce qu'on vous dit comme valeur. F égale à LBI sinus alpha. On va définir c'est quoi LBI là. L là, c'est la longueur de la portion du circuit. Cette longueur-là, la gaine jaune là. OK? B, donc intensité du champ magnétique, bien sûr, en Tesla. I, donc, c'est l'intensité du courant qui traverse la portion conducteur. OK? Et alpha, l'angle entre la direction du courant électrique et celle du champ magnétique. C'est tout. Donc, vous pouvez avoir la valeur de la force comme ça. Nature du mouvement de la particule chargée dans le champ magnétique. On va voir maintenant si le mouvement est un mouvement uniforme, rectiligne, mouvement uniformément varié. Quel genre de mouvement? Si une particule, on a vu la valeur de la force, hein? Q V vectoriel B. Voilà. Donc, en intensité, vous faites juste sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc, si on dérive l'énergie électrique, on obtient la puissance, non? Énergie divisée par temps. Égale à quoi? Égale à la puissance, non? Ou bien? C'est ça? Parce que énergie égale à la puissance multipliée par le temps. OK? Donc, énergie divisée variation dérivation de l'énergie cinétique par le temps égale à puissance. Donc, on peut dire que ça fait F par V. Vous vous rappelez que puissance, là, c'est force par vitesse aussi. Force multipliée, ça c'est depuis la troisième, vous connaissez. OK? Force multipliée par force scalaire vitesse. Ça c'est produit scalaire maintenant. OK? C'est scalaire, hein? Force multipliée par scalaire. Alors que la force, là, on a déterminé ça tout de suite, hein? Cette formule-là, de la force-là, on vient juste de déterminer ça. Je n'ai pas envie de retourner en arrière pour vous. Mais c'est Q, donc, vectoriel, et multiplié par V vectoriel B. On a déterminé ça tout de suite. OK? Donc, scalaire V, la vitesse. Donc, si l'énergie cinétique est constante, ça veut dire que le mouvement là est uniforme. Parce que si dérivé par rapport au temps, si vous dérivez par rapport au temps, ça va être 0 si c'est constant. Pourquoi on trouve que c'est constant? Parce qu'on a trouvé que ça fait 0. Pourquoi ça fait 0? Parce que si vous faites ça, V, ça là, vectoriel B, puis scalaire V, c'est ça qui vous donne 0. Et pourquoi ça vous donne 0? Parce qu'on a vu que ici, là, la force qui va résulter, c'est-à-dire V vectoriel B, là, ça donne une force qui sera perpendiculaire à V et perpendiculaire à B. Et ces gens-là comprennent de quoi je parle. Je vais retourner quand même. Je retourne en haut pour vous montrer. On retourne en arrière pour vous montrer. Vous voyez, la résultante là est perpendiculaire à V et puis à B. Et on a dit ici, c'était où on avait dit ça? Voilà. Donc la direction de W est perpendiculaire au plan. Donc W est perpendiculaire à U
et W est perpendiculaire à V. Donc, la résultante du produit vectoriel là, est perpendiculaire aux deux vecteurs. Donc, je retourne là où j'étais maintenant. On était où? On était ici. Voilà. Donc, comme la résultante de ça est perpendiculaire à V, donc si vous faites ça, cette parenthèse-là, qui est perpendiculaire à V, si vous faites produit scalaire de deux vecteurs qui sont perpendiculaires, parce que là, on a un vecteur qui est perpendiculaire à notre vecteur V. Produit scalaire de deux vecteurs qui sont perpendiculaires, mais ça fait 0 ou bien? Parce que produit scalaire, ça fait la norme des vecteurs multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Cosinus d'un angle droit, cosinus de 90 degrés, ça fait 0, hein? Trigonométrie. Donc ça fait 0. Donc l'énergie, on arrive à démontrer que dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique égale à 0. Donc ça veut dire que l'énergie cinétique est une constante. Et si l'énergie cinétique est constante, vous connaissez la formule de l'énergie cinétique, 1 demi de mv carré. 1 demi là, c'est une constante déjà. M, c'est une constante. La masse, c'est une constante. V, si l'énergie cinétique est constante, ça veut dire que V est constante. Ça veut dire que le mouvement est uniforme. La vitesse est constante, donc le mouvement est uniforme. OK? J'espère que c'est clair. Donc, dans les champs magnétiques indépendants du temps, la valeur de la vitesse de la particule chargée soumise uniquement à la force de Lorentz est constante. Et le mouvement de cette particule est donc mouvement uniforme. OK. On va faire maintenant l'étude du mouvement. L'étude du mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme. OK? Là, on a un problème. Bon, c'est pas grave. Étude théorique. Donc, comme la vitesse, on a dit que la vitesse est constante, non? Le mouvement est uniforme, non? Voilà. Le vecteur accélération d'une particule chargée soumise uniquement à la force de Lorentz est un vecteur orthogonal au vecteur vitesse et au champ magnétique. Donc, en considérant les propriétés des produits vectoriels. OK? D'après les principes fondamentaux de la dynamique, ou bien vous voulez démonstration de ce que je viens de dire là aussi. C'est même truc là. Produit vectoriel. Voilà. Sinus, cosinus de l'angle. Donc, somme des forces extérieures. Relation fondamentale de la dynamique ou principe fondamental de la dynamique. RFD ou PFD si vous voulez. Vous voyez qu'en physique, la première partie de la physique, là, depuis là, c'est ça qu'on utilise à chaque fois. RFD, relation fondamentale de la dynamique. Toujours. Donc, F extérieur, somme des forces extérieures égale à MA. Donc, F là, égale à M fois A. Parce que la seule force extérieure qui est appliquée à la particule, c'est F. On est d'accord? Donc, égale à MA. Donc, la force là, on a dit que c'est Q V vectoriel B égale à MA. OK? Donc, ça nous donne quoi? Si maintenant, on suppose que la particule pénétrant au point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire à l'origine du repère, dans un champ magnétique uniforme, on considère donc OIJK, K collinaire à B. C'est-à-dire que le champ magnétique et puis la force de l'axe des côtes là, l'axe des Z là, sont parallèles. Pour les sens, on ne sait pas d'abord. Donc, accélération AZ égale à 0, ça veut dire que dvz sur dt égale à 0. L'accélération est nulle. Ça veut dire dérivée de la vitesse
par rapport au temps est nul. Donc, vitesse par rapport à Z égale à V0Z, c'est-à-dire la vitesse initiale, égale à 0 aussi. OK? Donc, sur Z là, tout ça pour dire que sur l'axe Z là, il n'y a rien qui se passe là-bas. OK? Donc, la trajectoire d'une particule chargée introduite dans un champ magnétique avec une vitesse perpendiculaire à ce champ, la vitesse est perpendiculaire à ce champ, V est perpendiculaire à B, au champ magnétique. Donc, la trajectoire est située dans le plan orthogonal à la direction du champ magnétique passant par le point où cette particule a été introduite. Donc, voici un peu le schéma. Ici, O, K, l'axe des Z. OK? Donc, les champs magnétiques, on a dit collinaire K, on a dit ça quelque part là. C'était où même? Et voilà, c'est ça. K est collinaire à B. OK? Donc, V et puis B, la force là, V vectoriel B. Si vous faites de V à B, si vous tournez votre main, votre pouce va indiquer exactement ce sens. C'est-à-dire donc, V vectoriel B sera dans ce sens. Maintenant, tout va dépendre de la charge. Si la charge est positive, donc la force sera dans ce sens. OK? Donc, par rapport à Z, c'est-à-dire la force, la particule va se déplacer ici. Donc, dans ce plan qui est perpendiculaire à V, là, voilà, la trajectoire de la particule sera ici. Donc, commençons par ça. Perpendiculaire à Z, perpendiculaire à B, et qui passe par le point où la particule a été introduite, à partir d'où la particule a été introduite. Parce que des plans qui sont perpendiculaires à B, là, il y en a beaucoup. Voilà. OK? Mais c'est perpendiculaire, il passe par le point à partir d'où on a injecté la particule. OK? Étude théorique maintenant. Donc, une particule chargée pénétrant dans un champ magnétique uniforme B, constant, avec un vecteur vitesse V0 orthogonal à B, donc la vitesse est orthogonale à B, champ, champ magnétique là. OK? Donc, ça veut dire que le mouvement doit se passer dans un plan orthogonal au champ magnétique B et qui contient le vecteur V0. OK? Donc, on aura un mouvement circulaire uniforme à la vitesse V0 et des rayons R. Donc, ça fait un mouvement uniforme. Donc, les A, quand c'est un mouvement uniforme, depuis le début du programme, vous avez vu que quand c'est un mouvement uniforme, là, il y a deux accélérations. L'accélération normale et l'accélération tangentielle. Donc, quand le mouvement est uniforme, je répète, hein, quand le mouvement est circulaire, il y a deux accélérations. L'accélération normale et l'accélération tangentielle. Maintenant, si le mouvement est uniforme, c'est-à-dire vitesse constante, l'accélération tangentielle là, sera nulle. OK? Et l'accélération normale là, ça fait V0 sur R. V0 sur R, le rayon. Donc l'accélération, ça fait Q sur M, V0, P. Donc R, constante.
le mouvement circulaire. Le rayon est constant, donc le mouvement est circulaire. Donc, pulsation, donc oméga, c'est ça, cette partie-là, fois B. La période T, ok? Donc ça, vous devez retenir ça aussi. Application à la déviation ou déflexion magnétique. On a parlé de déflexion électrique, non? Dans les chapitres passés. Maintenant, si on fait un faisceau de particules pénétrant en haut dans un champ magnétique uniforme B avec une vitesse V0 telle que V0 est perpendiculaire, c'est-à-dire la vecteur vitesse est perpendiculaire au champ magnétique dans l'espace compris entre O et L. Ok? La trajectoire de la particule est un arc de cercle comme ça. Voici les cercles. Voici les rayons, pardon, du cercle. Ce qu'on vient de voir. On vient de voir que le mouvement est circulaire, non? L'arc du cercle. L'endroit où règne les champs magnétiques, c'est ici. OK? Donc, cette flèche-là, ça indique l'essence du champ magnétique. Donc, quand vous voyez cercle et puis c'est barré, ça montre l'essence est entrant. OK? Donc, entre O et puis L, voici L, donc c'est la longueur comme ça. O ici. Donc, les I là, I, on a dit que I, c'est le milieu de L. Donc, I, c'est en plein milieu du champ magnétique. Donc, je le disais ici, quand vous voyez comme ça, les symboles cercle et puis les points qui sortent comme ça veut dire que le vecteur est sortant du plan. Ça vient vers vous. OK? Le vecteur est sortant du plan. Mais quand vous voyez comme ça, puis flèche, les cercles et puis il y a une croix, ça veut dire que le vecteur est entrant. C'est dans le camp ici. Ça veut dire que c'est comme la flèche, c'est comme le dos de la flèche que vous voyez comme ça. L'arrêt de la flèche. Alors que là, c'est la pointe de la flèche. Donc, pour indiquer l'essence. OK? Donc, c'est ce truc-là, ça signifie, par exemple, quand vous lancez une missile là, ou une flèche, hein, ça peut être une flèche aussi. Là, c'est le bout de la missile. L'arrière là, c'est ça. Donc, ça, ce point-là, ça correspond à ce bout de la tête du missile. L'arrière là, là où il y a le croix, ça correspond à l'arrière de la missile. Donc, quand vous lancez une missile là, ça part comme ça, non? Ou bien, une missile nucléaire. Donc, si vous voyez la tête du missile, c'est que ça vient vers vous. Si vous voyez ici le dos, c'est que c'est à l'opposé de votre direction. Donc, l'angle bêta, là, cet angle-là, étant faible, l'angle est très faible, l'angle de déviation. On peut assimiler à l'angle là avec sa tangente. On peut dire que tangente de bêta égale à bêta lui-même. Donc, la tangente là, ça fait Y, côté opposé sur côté adjacent. Côté adjacent ici, c'est cette distance-là, D ici. Donc, Y, c'est D. OK? Et OS, O est là, S est là. C'est-à-dire l'arc des cercles qui est là, là. Ça fait le rayon. Où est le rayon? Cette distance. Rayon multiplié par bêta. Parce que normalement, ça devait être eh, comme périmètre, quoi. Mais le bêta, là, doit être ici en radian, tout simplement.
C'est exactement comme ça vous calculez le périmètre d'un cercle. Quand vous faites D pi R pour le périmètre d'un cercle, le DL, c'est le D pi là, c'est l'angle fermé d'un cercle. Le R, c'est les rayons. Donc, l'angle fois les rayons, ou bien les rayons fois l'angle. Donc, les rayons R ici, multiplié par l'angle qui est là, ça vous donne la longueur, cette longueur-là, OS, l'arc là, cette distance. OK? Donc, ici, dans cette relation Y sur D égale à B, là, vous pouvez tirer Y pour dire que ça fait D fois B. OK? D fois B. Maintenant, en utilisant ici les L, si vous tirez B ici, quand je dis B là, c'est bêta hein, en réalité. Okay? Quand vous voyez ici bêta fois D égale à Y. Donc, les bêta qu'elle a là, on peut le remplacer avec un bêta qu'on va tirer ici. Si on veut tirer bêta ici, ça va faire bêta égale à L divisé par R. Donc, c'est cette valeur de L divisé par R de bêta là, on a remplacé par ce bêta qui est là. Donc, du coup, on obtient Y égale à D fois L sur R. Donc, distance, cette distance, votre écran est placé là. Hein. Si vous voulez savoir D, parce que c'est la déflexion qu'on cherche. Vous vous rappelez comme le chapitre précédent, on a cherché la valeur de la déflexion, cette distance. Donc, si vous avez la distance de votre écran par rapport au centre du champ magnétique, okay? Et si vous avez L, c'est-à-dire la distance, l'ampleur du champ magnétique, et les R ici, vous pouvez avoir les Y là comme ça, en utilisant ces valeurs. Y égale à D, L sur R. Okay? Donc, Y égale à donc Q, le Q là, c'est la valeur de la charge. Hein. D, L, M, V0, B. Ça, c'est le champ magnétique. Ici, là, si vous vous rappelez, dans champ électrique, qu'on a fait déflexion au niveau des champs électriques, là, on avait quelque chose de ce genre. Et si vous posez cette partie-là, Q, D, L, M, V0, on va dire que ça, c'est une constante K. En ce moment, on peut dire que c'est K fois B. Voilà. Avec les K là égal à ça. Si le champ magnétique est créé par des bobines diffractrices, la valeur du champ magnétique avec les bobines, on a déjà vu, c'est I0, mi0 N, I. Donc, permettez de diviser le nombre de spires par mètre par unité de longueur et l'intensité. Donc, on aura K'. C'est juste la valeur du B là qui sera remplacée comme ça. En changeant ici, en mettant B avec ça, on peut donc exprimer ça en fonction de l'intensité du courant.
C'est ce que ça veut dire. Donc, la déflexion est proportionnelle à l'intensité du courant. La déflexion est utilisée pour dévier des faisceaux électroniques des, des téléviseurs. Ça, là, c'est la même chose que, à peu près la même chose. Allez-y voir la démonstration au niveau des champs électriques, là. C'est à peu près la même chose. Donc, remarque, spectrographe de masse est une application de la déviation magnétique. Consiste à ioniser des particules, et plus souvent des isotopes, hein. On les ionise et on les accélère, accélérés par un champ électrique et en les déviant par un champ magnétique en vue de les séparer, pour séparer les différents isotopes. Isotopes, là, vous allez comprendre ça, ce que ça veut dire après. Les cyclotones, je n'ai pas eu le temps de trouver des images pour ça. Spectrographe et puis cyclotron, là. Aussi est une application de la déviation magnétique. Consiste à un champ magnétique, un champ électrique aussi, qui sont combinés, peut changer de sens. Son but ici est d'accélérer les particules à la sortie, comme celui-là, spectrographe là, de masse, et les cyclotrons là. On peut faire ça dans l'exercice. Mais après, j'ai pas eu le temps de développer cette partie. Ainsi d'application, hein. Donc, on vous dit ici, un faisceau de protons homocinétiques pénètre à la vitesse V0 en haut d'une région où règne un champ magnétique B. Les protons là sortent de cette région en un point S. Okay? Voici la figure. Donc, ils entrent ici en haut et puis ils sortent au point S. Ça fait comme ça, un arc, un cercle comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc, on vous dit montrer que le mouvement des protons dans le champ là est, est un mouvement circulaire uniforme. Voici les données ici, hein. On a donné L, c'est-à-dire cette distance. On a donné petit L, c'est-à-dire cette distance. On a donné donc le V0. On a donné la masse. On a donné la valeur du champ magnétique aussi. OK? On demande de calculer la déflexion à la fin. Donc, si on fait des systèmes sur notre proton de masse M et de charge E, proton, la charge est positive. C'est comme la charge de l'électron, mais c'est positif. Électron, c'est E, mais c'est négatif. OK? Référentiel terrestre supposé galérien. Bilan des forces, c'est seulement la force magnétique. Donc, si on applique le théorème de l'énergie cinétique, si on dérive l'énergie cinétique en fonction du temps, on a déjà dérivé et fait ça, hein. Force scalaire, vitesse, ça fait 0. Parce que la force magnétique, là, on a montré qu'elle est perpendiculaire donc à la vitesse. OK? On avait montré ça. Donc, l'énergie cinétique est une constante. On va faire la démonstration. Donc, mouvement uniforme. Ça, on vient de montrer que le mouvement est uniforme. Maintenant, il faut utiliser RFT ou bien PFD, principe fondamental de la dynamique, pour montrer que la particule là fait un cercle. Donc, somme des forces extérieures égale à MA. Somme des forces extérieures égale à MA, qui V0 vectoriel B. Ça, c'est la force là, hein. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est la valeur de la force là, comme ça. Q vectoriel, qui Q V0 vectoriel B égale à MA. Donc, on peut tirer notre A ici. C'est l'accélération qui est comme ça. Ça va faire
On va 10 prendre, diviser ça là par M, c'est tout. Voilà, Q sur M, donc V0 vectoriel B. Donc, le E là, on peut remplacer par sa valeur. Le Q, la charge, on peut remplacer par E. C'est positif. OK? Donc, comme V et B sont perpendiculaires, donc, si on veut la valeur, vous vous rappelez de la valeur là, on doit faire sinus de l'angle entre les deux. La valeur de V multiplié par la valeur. Quand je dis valeur ici, je parle d'intensité. L'intensité de V multiplié par l'intensité de B. Et on multiplie par le sinus de l'angle qui est formé par ces deux vecteurs. Donc, comme les deux sont perpendiculaires, OK? Comme les deux sont perpendiculaires, alors sinus de 90, ça fait 1. Donc, on peut dire que ça fait V, l'intensité de V multiplié par l'intensité de B, fois sinus de 90 qui fait 1. Donc, on aura comme ça c'est comme l'accélération. OK? Et cette accélération-là, on dit que c'est égal à l'accélération normale, ça fait V0 carré sur R. Car l'accélération tangentielle, elle est nulle, vitesse constante. On a démontré que la vitesse est constante ici. Si la vitesse est constante ici, donc, il n'y a pas d'accélération tangentielle. Ça veut dire que c'est 0. Maintenant, comme on vient de trouver une accélération ici, cette accélération-là, elle ne peut qu'être une accélération normale. Elle ne peut pas être une autre chose. Donc, accélération normale qui fait V0 carré sur R. Et de là, on peut déterminer, tirer la valeur de R là ici, la valeur du rayon. Donc, R égale, si vous tirez, voilà, parce que ça sera le V0 là, il y a un qui va se simplifier. Donc, vous allez avoir ça. Donc, en posant cette partie, ça égale à ça, vous allez obtenir votre rayon comme ça. Donc, le rayon là est constant. OK? MV0 sur E sur B. MV0 sur E fois B. Donc, calcul de la déflexion. Donc là, vous n'avez pas à trop souffrir. Vous posez juste la formule. Sauf que ici, à la place de L, vous devez, parce que vous vous rappelez, je vais retourner en arrière pour vous montrer que le D qu'on avait là, cette formule, ici, c'était où? Voilà. Voici ce qu'on avait. Voyez ici la formule, ou bien c'est là, comme ici, c'est pas bobine là, on est là. Les D là, est-ce que vous voyez la différence? Les D, c'est de là jusqu'au centre du champ magnétique. Au centre ici. Alors que dans l'exercice, on nous a donné L qui va de l'écran jusqu'à ici. Donc, il faut enlever la moitié de L. OK? Sinon, c'est la même chose. Vous appliquez cette formule-là et puis vous avez votre déflexion sans stress. Donc, il faut, les D qu'on a, c'est limite au centre ici. Donc, il faut prendre L moins 1,5 de L, de petit L. C'est ce qu'on a fait ici. Et vous faites l'application seulement et puis vous avez la valeur de Y, la déflexion. OK? Donc, la déflexion, ça sera donc cette distance O'P. Au lieu de dire la déflexion, on pouvait vous dire de calculer la distance O'P. Peut-être c'est ici que les particules vont venir taper. Ça sera comme ça, un arc, puis les particules vont venir taper ici. Voilà, c'est tout. Donc, on arrête là. Merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt.